Salut les mecs. Quand on pense à Naruto, on pense directement à un jeune garçon marginalisé, méprisé par les habitants de son village, mais qui persévère malgré tout grâce à sa détermination et à son travail acharné. Une belle histoire d'outsider, d'un paria qui, envers et contre tout, finit par réussir et être respecté des siens. Pourtant, si l'on gratte sous la surface, cette façade s'effondre assez rapidement, puisque derrière le masque du héros des opprimés, du paria parmi les parias, de l'underdog ultime, Naruto Uzumaki incarne une vérité bien plus dérangeante, celle d'un héros immensément privilégié dans un monde structuré par l'élitisme. Commençons par le début. Dès les premiers épisodes et les premiers chapitres de Naruto, notre ninja blond préféré ne cesse de répéter qu'il veut prouver sa valeur au monde, qu'il ne reculera devant aucun obstacle, qu'il deviendra Hokage grâce à son dur travail et à sa persévérance. Un message inspirant sur le papier, mais très vite les actes de Naruto disent tout autre chose. Prenons l'un de ses premiers grands moments, de ses moments marquants, lorsqu'il apprend à utiliser la technique des clones de l'ombre, le fameux Kagebushin no Jutsu, pour la première fois. Ce jutsu, tiré d'un rouleau interdit qu'il a volé effectivement au troisième Hokage, est censé être extrêmement difficile à maîtriser, surtout pour un novice. Pourtant, Naruto parvient à créer des centaines de clones après à peine même pas une journée, quoi. C'est quand même assez fou. Et comment est-ce possible? La réponse est simple, Naruto triche. Voilà, tout simplement, puisque Kyuubi, le démon renard à 9 queues scellé en lui, eh bien, lui donne accès à une quantité astronomique de chakras. Et sans cette réserve naturelle, il n'aurait jamais pu réaliser cet exploit. Exploit d'ailleurs qui lui permet de vaincre un ninja niveau Chunin au cours du premier chapitre. C'est quand même assez extraordinaire. Pour un personnage censé être un raté, censé être un paria, voilà, c'est un feat plutôt sympathique. Pire encore, on apprend plus tard que Naruto gaspille 2 fois plus de chakras que nécessaire pour chaque jutsu. Une preuve de plus, s'il en fallait encore, de son inefficacité. Mais grâce à cette source d'énergie, on va dire inépuisable, ses erreurs passent inaperçues, et le monde entier le félicite toujours pour des accomplissements qui ne lui appartiennent pas vraiment. En réalité, c'est des accomplissements qui appartiennent à Kyuubi. Et c'est le cas pour la plupart de ses victoires lors de la première partie de Naruto. Que ce soit sa victoire face à Neji, sa victoire face à Haku, sa victoire face à Gaara, voilà. À chaque fois, c'est une question de Kyuubi, tout simplement. Quand Naruto est dos au mur, il active le chakra de Kyuubi, il utilise les réserves inépuisables du chakra du démon à 9 queues, et puis voilà, ça lui permet de gagner. Ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une question de stratégie, ce n'est pas une question d'entraînement, c'est juste que voilà, il est énervé, donc forcément, eh bien, il a accès au chakra complètement pété de Kyuubi. Ça s'arrête là, et en réalité, c'est pas une question de dur travail, de croire en soi, ou je ne sais quoi. Il a un démon complètement cheaté, scellé en lui, donc forcément, bah, ça aide un peu. Et pour comprendre à quel point Naruto est avantagé, bah, il faut regarder d'où il vient. Parce que derrière son image de marginal, Naruto est en réalité un enfant issu des lignées les plus prestigieuses du monde ninja. Il a un sang noble, c'est un noble le Naruto. Déjà, bien évidemment, on va commencer avec sa mère, Kushina Uzumaki, qui appartient au célèbre clan Uzumaki, réputé pour leur immense chakra et leur longévité. Elle-même d'ailleurs était l'hôte précédent de Kyuubi, un statut qui l'a rendu encore plus exceptionnel, d'autant plus que les Uzumaki sont effectivement une lignée liée au clan Senju, l'un des clans les plus respectés et les plus aristocratiques qui soient dans le monde de Naruto. Donc le clan des Hokage, avec le premier et le second Hokage, respectivement Hashirama et Tobirama Senju, et du côté de son paternel, là il est question de Minato Namikaze, qui n'est autre que le 4e Hokage, le Yondaime, un génie reconnu comme l'un des ninjas les plus puissants de l'histoire. Rien que ça. Et donc, avec un tel héritage génétique, Naruto est tout sauf un enfant ordinaire. Il est littéralement prédestiné à la grandeur. Un fait que la série finit par admettre elle-même au fil du temps. Et au final, on se rend compte que le monde de Naruto est un monde élitiste et inégalitaire. Et à la limite, si au début du manga, on essaie quand même de te faire croire que Naruto allait remettre en question un peu ce monde, bah finalement, à la fin de Naruto, on se rend compte un peu avec douleur que le statu quo n'a pas du tout été remis en question. Puisque ce n'est pas seulement Naruto qui bénéficie de privilèges innés. L'univers de Naruto repose sur une hiérarchie biologique. À la base de cette structure se trouvent les Kekkei Genkai, ces jutsu héréditaires, uniques à certains clans qu'on ne peut pas apprendre. Ce sont des jutsu génétiques, inaccessibles à ceux qui n'ont pas eu la chance de naître dans les bonnes familles. Et dans ce monde, le talent n'est pas quelque chose que l'on gagne, on naît avec. Même les personnages les plus travailleurs tels que Rock Lee sont limités par leur absence de dons naturels. Et en réalité, Rock Lee n'a pas gagné un seul duel, un seul combat dans la totalité du manga Naruto. C'est quand même fou, alors que Rock Lee était censé représenter ce trope de l'underdog, ce trope du paria, ce trope du mec que l'on ne respecte pas, mais qui finalement, grâce à son dur travail, arrive à se faire une place.
Mais finalement, il ne gagnera pas un seul duel. C'est quand même un truc de fou. Bon, effectivement, bon, il gagne contre son clone dans Shippuden, bon, c'est pas terrible. Et il arrive un peu à humilier Naruto et Sasuke au tout début de l'arc Chunin. Mais enfin, je veux dire, bon, c'est des bagarres de couloir. Est-ce qu'on peut appeler ça un combat? Ça, je ne sais pas. Et si on revient à Naruto, bah voilà, on se rend compte qu'il est né avec tout. Il a une réserve infinie de chakra grâce à Kyuubi, il a une lignée prestigieuse, et il a même des mentors d'élite. Parce que aussi, il faut pas mettre ça sous le tapis. Naruto, on va le dire, c'est aussi un produit du népotisme. Grâce à ses parents et grâce à sa lignée, le fait qu'il soit le Jinchuriki de Kyuubi, c'est-à-dire le porteur de Kyuubi, il a eu droit à des mentors d'élite. Bon déjà, on va commencer avec Jiraiya. Bien évidemment, qui est l'un des légendaires Sannin, qui l'entraînera personnellement pendant des années, et lui enseignera des techniques avancées, comme par exemple le fameux Rasengan, sa technique signature qui d'ailleurs a été aussi enseignée à son père. Donc là, on reste encore une fois dans le côté ligné, le côté népotisme. Aussi, il aura été entraîné par Kakashi Hatake, un génie tactique, qui lui aussi sera un futur Hokage, et il me semble que ça a été le 6e Hokage. Là aussi, si on compare ça à Rock Lee, bon, il a eu Guy quoi comme maître. Guy est très fort, il n'y a pas de souci, mais c'est pas la même chose qu'avoir Jiraiya comme maître. Ça c'est sûr. On peut le dire, Naruto ne manque pas de figure emblématique pour le guider, et voilà, si on compare ça à un Kiba ou à tout autre personnage du village de Naruto, ils n'ont pas eu la chance d'avoir de tels mentors, d'avoir de tels maîtres. La plupart des autres personnages ont eu vraiment des maîtres quand même un peu moins prestigieux, un peu moins légendaires. Et pourquoi? Juste parce que Naruto, c'est le fils du Yondaime, quoi, tout simplement. Et pas que ça d'ailleurs, c'est aussi parce que Naruto, en plus de tout ce que j'ai dit, est également un héros réincarné. Puisqu'en avançant dans l'histoire de Shippuden, on découvre en plus, s'il le fallait encore, que Naruto est plus qu'un simple ninja talentueux, il est carrément, la réincarnation d'Asura Otsutsuki, l'un des fils du sage des six chemins, voilà, la figure mythologique fondatrice du monde ninja. Rien que ça. Donc là, clairement, Naruto a un destin gravé dans les étoiles. Asura et son frère Indra sont condamnés à se réincarner éternellement pour perpétuer leur rivalité. Et cette révélation réduit Naruto et Sasuke à des pions dans un conflit millénaire, où leurs choix ne sont pas vraiment les leurs. Une fois de plus, le message d'autonomie et de persévérance de la série est sapé par cette idée que Naruto n'est pas maître de son propre destin. Et là, clairement, on se rend compte que le message de Naruto est juste vide de sens. Et ça rend cette contradiction si frustrante, parce que Naruto prétend être une histoire sur le dépassement de soi, sur le triomphe des opprimés, mais en réalité c'est une célébration de l'élitisme, où seuls les élus, ceux qui possèdent des privilèges innés, peuvent vraiment réussir. Naruto n'a jamais été un outsider, c'est un enfant du destin, entouré de mentors légendaires, armé de pouvoirs surnaturels et porteur d'un héritage divin. Ce n'est pas une histoire de persévérance, Naruto, c'est juste une fable sur le triomphe inévitable de ceux qui sont déjà au sommet. Et bien sûr, on va peut-être me dire, oui, mais en fait, Naruto, il allait à l'encontre du destin parce que il a détruit le cycle de violence ou je sais pas quoi. Bon, déjà, quand tu vois Boruto, est-ce qu'il y a vraiment un cycle de violence qui a été brisé? Ça rien n'est moins sûr, mais bon, allez, d'accord, c'est peut-être un argument un peu cheapos. Mais franchement, le délire au début de Naruto, ça n'a pas été, ouais, est-ce qu'il est capable ou pas de détruire le cycle de la violence? C'est est-ce qu'il est capable ou pas d'être un ninja respecté et capable, effectivement, de prouesses tel qu'un Hokage est censé en être capable. C'est ça, en fait, le truc. Donc à la fin, Naruto est tellement dans la destinée que même Gamamaru, le vieux crapaud, a prédit à Jiraiya des années avant que Naruto soit son élève, qu'il rencontrera Naruto et dire oui, un jour Jiraiya, tu auras un élève qui aura la puissance soit de détruire le monde, soit de le sauver. Bon voilà, c'est quand même un truc de fou en termes de destin. D'ailleurs, il me semble que Jiraiya prendra Nagato comme étant cet élève-là, alors qu'en réalité c'est Naruto. Bref, voilà quoi. Après, derrière, il dit oui, mais finalement, il a brisé le cycle, donc il est contre le destin. Non, il est dans le destin en fait. Et en réalité, le destin dit bien que ce soit l'un, soit l'autre. C'est pas comme s'il avait complètement changé la fabrique du destin, le Naruto. Si on avait dit à Jiraiya, écoute, ton élève, il détruira le monde, et finalement Naruto ne détruit pas le monde, je l'aurais dit, ok, vas-y, il y a un retournement du destin. Mais là, non, même pas. Gamamaru dit directement qu'il y a aussi la possibilité pour qu'il sauve le monde, et finalement, il l'a fait. Donc, je sais pas en quoi ça prouve que Naruto est pas dans le destin. Bref, encore une fois, après, il y a la mauvaise foi aussi, c'est pas... Voilà, quoi. Comme dit le dicton, tu peux amener un cheval à la rivière, mais tu pourras jamais l'obliger à boire. C'est comme ça, quoi. Et voilà. Il y a certains fans qui ne veulent pas avouer que leur manga préféré est juste incohérent, inconsistant et a des thèmes sans dessus-dessous. Tu peux pas, voilà. Certaines personnes qui peuvent pas être raisonnées, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et de toutes les manières, nous n'en sommes qu'au début, en fait. Parce que Naruto, eh bien, c'est un théâtre de contradictions. Déjà, parlons un peu des combats. Nous avons déjà vu comment Naruto Uzumaki est un protagoniste extraordinairement privilégié, masqué derrière une façade d'outsider. Mais pour comprendre pleinement l'hypocrisie du message de la série Naruto, faut se plonger dans l'arène des combats. Car c'est là, sur le terrain, que les contradictions s'exposent le plus crûment.
Et j'en ai déjà un peu parlé, mais par exemple, le combat contre Zabuza et Haku, c'est assez parlant. Ce combat met en avant l'idée que le talent héréditaire, représenté par les pouvoirs de Haku, donc le Kekkei Genkai, le jutsu héréditaire de Haku, est presque invincible avec ces espèces de miroirs de glace. Bon, Naruto, incapable de rivaliser par ses compétences, fait finalement à la fin du combat appel à Kyuubi pour défoncer Haku. Une fois de plus, c'est la puissance brute qui triomphe, pas la stratégie et pas l'effort. Ensuite, avance rapide avec le combat Naruto versus Kiba, donc dans les examens Chunin, où Naruto donc affronte Kiba, un adversaire plus expérimenté et relativement stratège. Pendant presque tout le combat, Naruto est ridiculisé, recevant coup sur coup et n'arrivant pas vraiment à rendre l'appareil à Kiba. Mais grâce à Kyuubi, il se régénère rapidement et finit par remporter le match avec une attaque maladroite, copiée plus ou moins de Sasuke qui lui-même l'avait copiée de Lee, mais surpuissante. Ce combat est présenté comme une victoire du courage et de la persévérance, mais il souligne surtout l'avantage démesuré de Naruto. Sans Kyuubi qui lui permet effectivement de se soigner de ses blessures extrêmement rapidement, ça aurait été compliqué, il aurait certainement perdu. Et bien entendu, on va pas l'oublier, ce débat vient surtout d'un combat bien particulier, le combat de Neji versus Naruto, bien évidemment, je pense que vous l'attendiez. Neji avait raison. Alors, Neji Hyuga est un personnage intéressant parce que c'est un privilégié en apparence. Parce que lors du combat entre Neji et Hinata, Neji est présenté comme l'antagoniste privilégié face à Naruto, le raté héroïque. Voilà, le raté. Est-ce vraiment le cas? Maintenant, on se pose la question, parce que Neji est né dans une société oppressive, celle du clan Hyuga, où il appartient à la branche secondaire, condamné à servir la maison principale. Et sa condition est littéralement gravée sur son front, sous la forme d'un sceau maudit, un symbole de servitude. Et bien qu'il possède le Byakugan, une capacité génétique impressionnante, celle-ci est commune à tout son clan. Et ses techniques, bien qu'élégantes, sont limitées par rapport à ce que Naruto peut accomplir grâce à Kyuubi. Et en somme, Neji est peut-être un génie, mais il reste enfermé dans un système qui le prive de tout véritable pouvoir politique ou social. Et ce, pour toute sa vie, qui malheureusement sera relativement courte. C'est ça le truc, c'est qu'à la fin, effectivement, du combat, quand Naruto le bat, il lui dit « Oui, t'inquiète pas, ne t'en fais pas, le destin peut être brisé », mais finalement, Neji mourra pour protéger Hinata. C'est-à-dire qu'il s'est sacrifié pour la maison principale exactement comme son père. En quoi Neji a brisé le destin ? Parce que justement, lors du combat de Neji Hyuga versus Kidomaru, l'un des membres du quartet d'Oto, Neji parvient à gagner, en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'explique, en brisant ses barrières mentales, en brisant ses idées préconçues de destin, en mode, bon, Kidomaru est plus fort que moi, mais j'arrive quand même à le battre, exactement comme Naruto, qui était en principe plus faible que moi, a réussi à me battre. Donc c'était un peu la représentation de l'oiseau qui sort de sa cage. Mais à la fin, Neji meurt en se prenant un coup de bâton pour protéger la maison principale des Hyuga, exactement comme son père d'ailleurs est mort pour protéger son frère jumeau. Voilà, c'est quand même assez fou, je trouve, et assez hypocrite. Clairement, ça montre un système oppressif absurde qui n'a pas du tout été remis en cause dans Shippuden. Si on revient avec l'histoire de la tragédie, de la manière dont le père de Neji est mort, parlons-en juste 2 minutes. Donc en gros, le village de Konoha signe un traité avec le village de la Foudre, ok. Pourtant, dès le lendemain, un ninja du village de la Foudre tente d'enlever Hinata, la cousine de Neji. Ce crime flagrant aurait dû mener à une guerre ouverte, mais au lieu de cela, le village de la Foudre exige la tête du père de Hinata comme compensation. Même en termes de logique, c'est complètement fou. Donc je répète, il y a un traité entre le village de Konoha et le village de la Foudre, il y a effectivement un espion du village de la Foudre qui tente d'enlever Hinata, il se fait tuer par le père de Neji, attention, par le père de Neji, qui le tue, bon. À la fin, les mecs de la Foudre disent « Ouais, bah comment ça vous avez tué un de nos mecs qui essayait de tuer la petite Hinata. Normalement, c'est pas normal. Vous nous donnez un Hyuga. » En fait, ils faisaient ça pour récupérer les yeux du clan Hyuga. Enfin, c'est complètement fou, parce que là, techniquement, c'est les mecs du village de la Foudre qui sont allés à l'encontre du traité de non-agression. Pourquoi c'est au village de Konoha de courber les chines et de leur donner en compensation quelque chose? Normalement, c'est au village de la Foudre de leur donner quelque chose en compensation. Ça n'a aucun sens. C'est complètement fou. Parce qu'au final, Konoha va s'incliner. Il sacrifie le père de Neji, prétendant qu'il s'agit d'un choix noble, alors qu'en réalité, c'est juste un acte de soumission stratégique. Puisque le père de Neji, ayant effectivement la marque de la servitude sur son front, lorsqu'il meurt, eh bien, ses yeux Hyuga, je crois, explosent, bref, ils sont inutilisables. Ce qui fait que, en gros, voilà, le village de la Foudre récupère le corps du père de Neji, mais ils ne pourront pas récupérer le Byakugan. C'est complètement fou. Bref, quoi qu'il en soit, cet événement marque profondément Neji, renforçant ainsi son cynisme et sa vision fataliste de la vie. Une vision fataliste qui, d'ailleurs, encore une fois, ne sera pas remise en cause puisqu'il mourra exactement comme son père. Et lorsque Neji et Naruto s'affrontent, tout est fait pour que Neji apparaisse comme l'arrogant oppresseur et Naruto comme le combattant valeureux qui défie les probabilités. Mais en réalité, c'est l'inverse. Naruto, avec sa réserve infinie de chakra et ses dons innés, est celui qui détient l'avantage. Neji, lui, n'a que son intelligence et sa maîtrise technique. Le combat se termine par une démonstration de force brute. Naruto utilise la puissance de Kyuubi pour submerger Neji, et la morale du combat, c'est apparemment
le destin peut être surmonté. Mais ce que l'on observe réellement, c'est que la force brute, amplifiée par des avantages surnaturels, écrase le talent et le travail acharné. Parce qu'on voit vraiment Neji s'entraîner, par exemple, pour développer sa technique du Kaiten. Voilà, ça c'est le fruit de l'entraînement. Alors que Naruto, avoir Kyuubi dans son nombril, c'est pas vraiment une marque d'entraînement. Le problème, c'est que tous ces combats révèlent une contradiction fondamentale dans Naruto. La série prétend célébrer la persévérance et le dépassement de soi, mais ce qu'elle montre réellement, c'est que, déjà, le talent inné l'emporte toujours, et les privilèges hérités écrasent toujours le travail acharné. Naruto n'est pas un héros qui surmonte les obstacles grâce à son travail, c'est un héros qui est né avec tous les avantages possibles, et qui les utilise pour triompher, tout en prêchant des leçons de persévérance qu'il ne suit pas lui-même. Et ce n'est même pas fini parce que nous devons encore explorer les implications plus larges de l'utilisation, plutôt de la non-utilisation de ces thèmes dans Naruto. Déjà, reparlons un peu de Rock Lee, l'anti-héros du système ninja, parce que si Naruto, je parle bien du manga là, pas du personnage, avait réellement voulu raconter une histoire sur le triomphe du travail acharné sur le talent, eh bien le véritable protagoniste n'aurait pas été Naruto, mais ça aurait été Rock Lee, puisque contrairement à Naruto ou même à Neji, Lee n'a aucun don naturel. Il ne peut ni utiliser le ninjutsu, ni utiliser le genjutsu. Tout ce qu'il possède, il l'a obtenu par un entraînement rigoureux et une volonté inébranlable. Et le combat entre Lee et Gaara illustre parfaitement cette dynamique. Gaara, protégé par son sable automatique et son immense réserve de chakra, et le fait qu'il soit aussi un Jinchuriki, bien qu'à l'époque, c'était pas vraiment le cas, hein, ça a été retconné, attention. À l'époque de l'examen de Chunin, Kishimoto n'avait pas encore pensé au Jinchuriki. Hein. L'histoire là du démon que Gaara avait, à l'époque, c'était censé être un sage qui s'était sacrifié pour protéger le village du sable, bref, peu importe. Partons du principe qu'il avait vraiment un Jinchuriki à la base aussi. Voilà, bref. Gaara, comme Naruto, est complètement cheaté et complètement privilégié. Et d'ailleurs, il est si confiant en ses dons qu'il ne bouge même pas pendant les combats. En fait, Gaara laisse juste son sable se battre à sa place. Alors que Lee, de son côté, pousse son corps à ses extrêmes limites, sacrifiant sa santé pour briser les défenses de Gaara. Il est l'incarnation de la philosophie que la série prétend défendre. Et pourtant, Lee perd encore et toujours, non pas parce qu'il manque de courage ou de compétences, mais parce que les dons surnaturels de Gaara sont simplement insurmontables. Ce combat envoie un message involontaire mais clair, peu importe votre travail acharné, vous ne pouvez pas battre un adversaire naturellement avantagé. Et à mesure que la série avance, Naruto accumule des pouvoirs de plus en plus absurdes. Il découvre que grâce à l'entraînement avec des clones, il peut multiplier et démultiplier même son expérience et l'intérêt de l'entraînement, un autre avantage, on va le dire, exclusif. Plus tard, il reçoit les pouvoirs du sage des six chemins, devenant littéralement, on va le dire, une demi-divinité. Et cette escalade atteint son paroxysme lorsqu'il combat Kaguya, un être presque omnipotent, et à ce stade, les combats ne sont plus une question de stratégie ou d'effort, mais de savoir qui a hérité des pouvoirs les plus absurdes. Naruto ne triomphe non pas par son ingéniosité, mais parce qu'il est le personnage principal et le réceptacle de tous les avantages possibles dans ce monde. Et l'un des moments les plus tristes de Naruto, c'est de voir des personnages comme Rock Lee ou Guy, des figures qui incarnent vraiment l'idée du dépassement de soi, être reléguées au second plan. Parce que quand Guy ouvre les 8 portes et qu'il sacrifie son corps pour affronter Madara, bon, effectivement, il parvient à blesser sérieusement un adversaire pratiquement invincible, mais au final, il sacrifie ses jambes, il finira le reste de sa vie en chaise roulante. Et de toutes les manières, ce moment de gloire sera vite éclipsé par Naruto, qui utilisera des pouvoirs divins pour finir le travail. Et au final, le monde de Naruto est un monde régi par le destin et les privilèges. Si Naruto avait, une fois encore, vraiment voulu raconter une histoire sur le travail acharné et la persévérance, il aurait fallu que le protagoniste triomphe grâce à ses qualités, et non malgré elle. Au lieu de cela, la série nous dit que, et je le répète, les Hokage sont toujours issus des mêmes familles, puisqu'ils sont tous quasiment des Senju, à part Kakashi, quoi. C'est-à-dire que Tobirama et Hashirama sont des Senju, Hiruzen, le troisième Hokage, le Sandaime, a été entraîné et élevé par les deux premiers Hokage. Le Yondaime, bon ok, admettons, d'accord. Tsunade, c'est une Senju, voilà. Kakashi Hatake, ok. Et ensuite après, il y a Naruto, qui est donc un Uzumaki, une lignée extrêmement liée au Senju. Et au final, les génies naturels dominent toujours, et même les outsiders, même les underdogs, finissent par se détruire en essayant de rivaliser. Parce que non seulement Lee perd face à Gaara, mais il risque très sérieusement de rester handicapé toute sa vie. Juste pour avoir essayé effectivement de lutter un peu pendant genre même pas 5 minutes au coude à coude avec Gaara. C'est quand même fou. Non seulement il perd, mais il manque de crever. Ça veut dire que même quand t'as pas de talent et que t'arrives plus ou moins pendant quelques minutes à tutoyer un peu les mecs les plus talentueux, généralement tu perds et même si tu gagnes de toute façon, tu finis en chaise roulante. C'est quand même compliqué et clairement ça reflète ironiquement la réalité, la vraie réalité du monde ninja en fait. On va pas se mentir, Naruto le personnage c'est littéralement l'incarnation du self-made millionnaire.
Vous savez, les millionnaires qui disent qu'ils sont devenus ultra riches parce qu'ils ont travaillé dur, alors que bah non en fait. Et parce que bien souvent, on peut prendre Elon Musk par exemple, voilà, qui lui-même a commencé avec un petit prêt de 1 million de dollars. Donc là effectivement Naruto a lui aussi commencé sa carrière de ninja avec un petit prêt d'1 million de chakras. Puisque là, on parle bien sûr du démon à queue le plus puissant du monde, ou en tout cas, le deuxième démon à queue le plus puissant du monde. Bref, en tout cas, Kyuubi, scellé en lui dès sa naissance. Mais attention, hein, tout ce qu'il a accompli, c'est uniquement grâce à son dur travail acharné, bien entendu, hein, on y croit. Et d'ailleurs, c'est là où la fameuse morale de Naruto prend tout son sens, le délire de relève-toi par toi-même, gagne par tes propres moyens, believe it, comme ils disent dans la version américaine de Naruto, faut y croire, bon... Parce que, évidemment, moi j'y crois. Parce que si j'étais effectivement le fils du 4ème Hokage, une réincarnation d'Asura, et avec une réserve infinie de chakras grâce au démon renard scellé en moi, bon, effectivement, j'y croirais pas mal aussi. D'autant plus que, évidemment, tout le monde a exactement les mêmes chances que toi. Hein. Bon, désolé, c'est pas de la chance, hein, c'est juste du mérite, bien sûr. Et encore une fois, Guy et Lee sont eux les vrais symboles, en fait, d'un joueur qui paye rien dans un monde où il faut payer, quoi. Voilà, un free player dans un monde pay to win, techniquement parlant. Parce que Guy et Lee n'ont pas de démons scellés en eux, ne sont pas des Jinchuriki, n'ont pas de destin écrit dans le marbre. Rock Lee lui-même a dû surmonter le fait qu'il ne pouvait pas utiliser de ninjutsu ni de genjutsu. Tout ce qu'ils ont, c'est du vrai travail sans bonus divin, et pourtant, ils se font hagar à chaque fois. Bon, Guy arrive à battre plus ou moins Madara, mais à quel prix? Il finira le reste de sa vie sur... enfin bref, en tout cas, il finit Naruto sur une chaise roulante, bon. Et Lee se fait briser la jambe par Gaara sous les yeux de tout le monde, d'ailleurs. Durant l'arc Chunin, lorsqu'il se bat contre Gaara, personne n'intervient. Il y a que Guy, son maître, qui est intervenu pour l'empêcher de se faire tuer par Gaara. Tout le reste de Konoha regardait tranquillement un gamin se faire massacrer. Alors que, évidemment, quand Neji, lui, va effectivement faire un mauvais sort à Hinata et essayer de l'achever, là par contre, non. Là, tu vois 5 Jonin qui sautent immédiatement pour le neutraliser, comme s'il venait de tenter un assassinat sur le président des ninjas. Apparemment, protéger la petite princesse aux yeux blancs passe avant tout, hein, la waifu de Naruto passe avant tout. Même dans un tournoi où tout le monde est censé se battre sérieusement. Et justement, si on reparle de ce brave Neji, ce qui est tragique, c'est qu'il avait raison depuis le début, comme je l'ai déjà dit. Et c'est difficile quand même de prendre Naruto comme un modèle, puisque, en fait, Naruto, c'est comme si on avait la version ninja de Jésus qui nous dit « Travaille plus dur, mon frère », alors qu'il a déjà tous les avantages du monde. Et d'ailleurs, je me demande si Boruto, donc le fils prodigue de Naruto, lui a jamais posé cette question. C'est-à-dire, ouais, papa, t'as sauvé le monde plusieurs fois, t'es Hokage, est-ce qu'il y a moyen que tu empêches les Hyuga maintenant de pratiquer l'esclavage au sein de leur propre famille? Tu vois. Je me demande si un jour Boruto a posé cette question à son père, ou même à sa mère d'ailleurs. Après peut-être que Naruto n'a pas le temps de lui répondre, hein, puisqu'il est apparemment trop occupé, en tout cas à la fin de Naruto et surtout dans Boruto, à crouler sous les papiers de son bureau. Parce qu'évidemment, hein, devenir Hokage, ça on le sait tous, hein, c'est un rêve en soi, ça a toujours été le rêve de Naruto, puisque évidemment, devenir Hokage, c'est être le président des ninjas, en gros, c'est ça, hein, le président des ninjas de son village. Mais voilà, faire de la paperasserie et faire de l'administratif, parce que tu es le meilleur combattant du village. Ok, j'avoue que j'ai pas compris. En fait, c'est quoi en fait? Pourquoi être le meilleur combattant du village pour devenir Hokage, si à la fin c'est juste pour faire de la paperasserie? D'autant plus que Naruto, au final, il est devenu Hokage pourquoi? Il aurait pu changer le système, il aurait pu changer le statu quo. Mais non, là, il est juste surmené, pendant que rien de fondamental dans le monde des ninjas ne change, en fait. Bon, effectivement, il y a de la technologie, il y a des trains et tout, mais techniquement parlant, en termes de société, en termes sociétal, il n'y a rien qui change. Et en fait, moi, ce qui me fait vraiment chier dans Naruto en termes général, et je parle du manga, c'est qu'à chaque fois qu'un personnage veut vraiment aller à l'encontre de ses privilèges génétiques, des privilèges génétiques de tout un chacun des Kekkei, à chaque fois, il est présenté comme un méchant. Si on prend Orochimaru, de manière très simple, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui s'est surpassé dans la recherche et dans l'effort, en fait. Parce que oui, Orochimaru est né intelligent, mais tout ce qu'il a créé de son immortalité à ses techniques interdites, en fait, c'est le fruit d'années de recherche et d'expérimentation. Le mec a essayé d'utiliser la science et la magie pour se transformer en serpent humanoïde. Il n'a pas un destin prédestiné, le Orochimaru. Il n'a pas de démon scellé. En fait, ce qu'a fait Orochimaru, c'est du vrai travail. Sauf que, bien évidemment, durant la majeure partie de Naruto, il est présenté comme un méchant. À la fin, il est présenté comme un gentil, d'ailleurs, de manière très mal écrite. Mais bon, clairement, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est pareil pour son élève Kabuto. Kabuto, d'ailleurs, le dit. Si t'as pas de talent dans le monde des ninjas, t'es rien du tout, mais tu peux toujours voler le talent. Et donc, Kabuto a essayé effectivement d'aller à l'encontre de son manque de talent et de son manque de Kekkei en volant les jutsu des autres, et à la fin, c'est l'un des plus grands méchants du manga. C'est quand même compliqué. Et si on revient rapidement avec, on va dire, cette pantalonnade absurde de la tentative d'enlèvement de Hinata par le village de la foudre, c'est quand même un bel exemple du ridicule des relations entre les nations ninja. Non mais, imaginez IRL, un voleur qui entre par effraction chez vous, qui glisse sur une flaque d'eau dans votre cuisine, et qui finit par vous poursuivre en justice pour dommages corporels. C'est quand même fou, quoi.
Le mec il rentre chez vous pour vous voler, il glisse sur une peau de banane dans votre salon, il se blesse et à la fin vous allez en prison parce que le mec s'est blessé chez vous. Non mais imaginez le délire. Et c'est littéralement ce qu'ils ont fait les mecs de la foudre. Ils ont essayé de kidnapper une gamine, ils se sont fait prendre, ils se sont fait one shot monster kill par le père de Neji et ensuite ils sont allés jouer les victimes. Et bien sûr tout ça est mis sous le tapis parce que le monde ninja est juste un chaos institutionnalisé. Et finalement, ce qui m'a le plus déçu dans Naruto, c'est que j'espérais que peut-être Naruto et Sasuke, à la toute fin du manga, auraient, je sais pas, essayé de réformer ce système archaïque. Mais non, on se retrouve avec un Naruto surchargé de boulot, d'ailleurs surchargé de boulot juste pour maintenir un statu quo de merde dans le monde des ninjas, et justement un monde des ninjas où rien n'a changé. Et clairement, ce qu'a dit Neji sur le destin, bah c'était vrai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est mort. Je pense que Kishimoto a tué Neji parce que le mec savait trop de choses. Voilà, il s'est fait tuer par 4 bâtons dans la nuque, si vous me permettez l'expression. Et au final, Naruto, et je parle bien du manga, de l'anime, échoue à défendre son propre message. Naruto Uzumaki, censé incarner le triomphe de la volonté, est en réalité un symbole d'élitisme déguisé. Son parcours est pavé de raccourcis et de privilèges, tandis que des personnages tels que Rock Lee, qui illustrent vraiment l'effort et la persévérance, sont relégués à des rôles secondaires. Encore une fois, le manga est divertissant, mais il est profondément hypocrite. Et c'est cette hypocrisie qui réside non seulement dans le personnage principal, mais dans l'ensemble du monde, mais qui fait que ce manga, je le trouve relativement médiocre, et c'est un monde où l'héritage et les privilèges surpasseront et surpassent toujours le travail acharné. Bon, encore une fois, je sais très bien que dans les commentaires, on va me dire, oui, mais voilà, c'est la énième vidéo sur le délire de Neji avait raison. Bah écoutez, moi je fais des vidéos qui me plaisent aussi. Hein. C'est ça en fait le truc quand tu crées des vidéos YouTube, c'est que soit on te dit t'es un vendu, tu fais des vidéos juste pour les vues, voilà, ou alors on te dit ouais, arrête de faire des vidéos qui te plaisent, et arrête de faire toujours les mêmes vidéos. Bah oui, désolé, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je trouvais quand même que ma dernière vidéo dessus, sur le fait que Neji avait raison, je l'ai trouvé sympathique, mais c'était quand même un remake d'une vidéo que j'avais faite il y a 2-3 ans. Donc voilà, j'avais envie quand même de retacler ce même sujet en bonne et due forme. Donc voilà, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Hein. J'avais même fait la même vidéo sur My Hero Academia, donc voilà quoi. Bon, on espère quand même qu'elle vous plaise, malgré le fait que ce soit un peu une redite. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, mettez un like si la vidéo vous a plu, prenez soin de vous, à la prochaine.